Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième moment de partage. Je vous accompagnerai tout au long de cet échange, fidèle au poste. Je suis Gilles Bortelus, formateur en risque majeur, délégué régional du Languedoc-Roussillon de l'Institut français des formateurs en risque majeur. Nous avons 45 minutes d'intervention d'experts et 15 minutes où nous répondrons aux questions que vous pouvez poser dans le chat sur le côté de l'écran. Cette visioconférence est organisée par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques et l'Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l'environnement. Une nouvelle fois, un grand merci au public et auditeurs du Canada, de l'Outre-mer, d'Haïti, du Sénégal, de l'Algérie, de la Suisse, du Maroc, de la Guyane, de l'Espagne et des Comores, des Français de l'étranger, mais aussi les autres, qui font le geste de suivre la dynamique française, tous résilients face aux risques et qui se sont joints à nous. Je voudrais citer deux personnes que vous ne verrez pas, mais qui sans elles, rien n'aurait été possible et qui, depuis plusieurs semaines, œuvrent à la réalisation de ces échanges, à la technique Virginie Perromat de l'AFPCNT et à la communication les membres de l'IFORM. Nous avons découvert lors de nos précédents MOOCs ce que sont les risques majeurs, puis comment prendre conscience que l'on est exposé à ces risques, à ces dangers, et ensuite la manière dont nous aurions l'information et des décisions que nous serions amenés à prendre. Mais comment se relever après une catastrophe? Là est la question. Il nous reste donc à parler de notre reconstruction psychologique après une catastrophe, de l'entraide, et qui est souvent spontanée, et de la reconstruction du territoire. Vous allez entendre trois experts que je remercie d'être présents. Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie de l'Institut pour l'histoire et mémoire des catastrophes, nous amènera après la catastrophe et nous invitera à nous poser les questions suivantes. Les infos officielles sont-elles fiables? Question que l'on est en droit de se poser au regard de l'actualité et abordera l'aspect psychologique de la reconstruction individuelle et collective. Jean-Jacques Gauthier, de Prévention Maïf, pilote du dispositif Préventraide pour le climat, nous donnera des éléments de réflexion sur l'entraide citoyenne, sur la résilience et la partie cachée de la gestion de crise. Marie Evo, co-directrice du Centre européen de prévention du risque inondation, et qui est un regroupement d'élus qui, partout en France, cherche à prévenir le risque inondation. Marie Evo nous parlera de la reconstruction du territoire suite à la catastrophe et nous aidera à répondre à la question que nous sommes en droit de nous poser, pourquoi c'est si long et si compliqué? Je laisse donc la parole au docteur Serge Tisseron pour son exposé. Merci beaucoup, merci. Voilà, après la catastrophe, eh bien, vous voyez comment peuvent être les habitations. Eh bien, les personnalités, c'est un peu pareil. Des personnalités éventrées, effractées, qui se sentent mises à nu par la catastrophe. Et pour comprendre comment on va pouvoir se reconstruire après, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre cerveau. Eh bien, dans notre cerveau, il y a une petite région, vous voyez, qui s'appelle le cortex singulaire, en violet, là, sur le petit schéma. Et cette région, c'est le lanceur d'alerte. Donc, l'eau commence à monter là où nous sommes. Le lanceur d'alerte nous dit qu'il faut nous en soucier. C'est inhabituel, c'est son rôle, ce lanceur d'alerte. Et donc, le lanceur d'alerte envoie des messages à la fois vers l'amygdale, vous voyez en rouge au-dessous, et le cortex préfrontal. L'amygdale, c'est quoi? L'amygdale, elle est bête. C'est le système qui va envoyer vers le corps des neurotransmetteurs pour nous mettre en état d'alerte. Accélération du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, hypervigilance. Donc, nous prenons en compte l'élévation de l'eau, mais que faire? Eh bien, heureusement, le cortex singulaire envoie des messages vers le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal analyse la situation, raisonne, réfléchit et nous oriente vers la bonne décision. Le problème, c'est que si la catastrophe est trop importante, comme on le voit ici sur l'image de cette maison, eh bien, l'amygdale s'affole, le cortex singulaire aussi, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que pour préserver l'organisme d'un envahissement par des hormones d'alerte, mais qui sont des hormones toxiques, eh bien, l'amygdale va s'arrêter, et du coup, nous allons bloquer notre activité aux seules décisions vraiment indispensables, et tout le reste, les sensations, les émotions, les états du corps, les souvenirs, les craintes, les fantasmes, tout ça, nous allons l'enfermer à l'intérieur de notre personnalité. Et ce qui va se passer après, c'est que
deux évolutions possibles. Une évolution positive où nous allons retrouver le chemin de tout ce que nous avons enfermé à l'intérieur de nous-mêmes. Nous allons accepter la nouvelle réalité de ce que nous avons vécu. Nous allons l'intégrer dans notre vie. Et on va voir qu'il y a évidemment des facteurs individuels, mais aussi des facteurs collectifs. On peut aussi avoir une évolution négative. La personne s'installe dans le déni. Elle sait ce qu'elle a vécu, mais elle ne veut pas y penser. Elle fait tout pour échapper à ces retours d'émotions, de sensations, mais qui peuvent quand même la submerger. Et ce qui peut arriver, c'est un repli sur soi, une absence de préparation à la catastrophe suivante, voire l'installation dans le déni, l'amertume, des théories du complot pour essayer de trouver des responsables et ne pas se confronter à ce qu'on a vécu soi-même. Donc, comme j'évoquais, l'évolution, elle va dépendre en fait de plusieurs éléments, la personnalité, bien sûr, et notamment le fait que la personne ait pu surmonter des traumatismes antérieurs, parce que si les traumatismes antérieurs n'ont pas été surmontés, par exemple des inondations, là aussi, eh bien, la personne va être soumise à double traumatisme, le traumatisme de la situation présente et puis le retour des souvenirs et de tout ce qui a été, de tout ce qui est resté enfermé dans la personnalité suite à la catastrophe précédente. Le passé de la personne, ce que je viens de vous dire, l'environnement proche, la famille a un rôle très important à jouer pour accompagner l'acceptation de la catastrophe, au contraire la dénier, la culture ambiante, c'est-à-dire le récit social, le rôle, on va le voir, des lieux de mémoire, des témoins silencieux, des commémorations collectives, et puis bien sûr l'état général de la société, c'est-à-dire la qualité des liens sociaux, la confiance dans les autorités. Aujourd'hui, de plus en plus, on met l'accent sur de la prévention qui s'organise autour des liens d'entraide, de solidarité, qui existent à minima dans la vie quotidienne, mais qui peuvent être activés dans les situations de catastrophe, à condition qu'ils existent déjà, et puis la confiance dans les autorités et les élus. Donc, je vais vous dire quelques mots de la résilience, parce que la résilience a reçu 5 définitions différentes qui correspondent justement à une valorisation de l'un ou l'autre de ces différents aspects. Alors, il y a cinq moments. Dans le premier, la résilience était une qualité personnelle, tout était mis sur l'individu, il y avait les résilients, les pas résilients. Et puis, dans un deuxième temps, vous voyez, 1990-2000, des personnes se sont insurgées. On dit, mais quand même, s'il y a des résilients, des non-résilients, que ce soit en lien avec des facteurs génétiques ou en lien avec les soins précoces dont on a bénéficié, c'est quand même embêtant pour tous ceux qui n'auraient pas cette qualité de résilience. Donc l'idée a fait son chemin, que c'était un processus qu'on pouvait apprendre à tout âge, de préférence en étant accompagné. Et puis dans un troisième temps, vous voyez, la résilience était considérée comme une force que tout le monde posséderait, toute nature vivante possédant cette force. Si vous écrasez un brin d'herbe qui pousse entre deux pavés devant chez vous, quelques jours après, il a repoussé. Donc l'idée que la résilience est une force de chacun qu'il faut donc encourager et devant laquelle aussi il faut lever les obstacles. Donc le grand changement en 2010-2020, c'est la résilience sociétale. Beaucoup de gens encore de notre société sont là-dessus. C'est cette résilience dans laquelle on passe du moi au nous. La résilience est partagée, comme je l'ai écrit en 2007 dans un petit livre sur la résilience. Il n'y a plus de résilience, tout est co-résilience. Et donc à ce moment-là, ce qui va être important, c'est de prendre en compte les piliers de cette résilience sociétale, c'est-à-dire les habitants, les infrastructures, la gouvernance. On rejoint ici l'idée de l'importance de l'intelligence collective, mais l'importance aussi du fait que par rapport aux catastrophes, aucune région n'est vraiment indépendante. Toutes les régions sont indépendantes, interdépendantes. Tous les citoyens sont interdépendants et je dirais aussi tous les ministères sont interdépendants, puisqu'en France, nous avons quand même une tradition de ministères relativement séparés. Voilà, et donc nous sommes arrivés depuis 2020 dans une 5e vague de la résilience qui s'installe progressivement, mais qui est difficile à admettre parce que ça nous fait bouger beaucoup de choses dans nos esprits, dans nos pratiques. C'est l'idée que le dérèglement climatique bouleverse les conditions de la résilience pour 2 raisons principales. D'abord, le dérèglement climatique entraîne des catastrophes totalement inattendues et donc la mémoire des catastrophes qui est très importante, je vais en reparler dans quelques minutes, n'est plus suffisante. Il faut aussi être capable de s'appuyer sur les signaux faibles et la compréhension de ce que d'autres pays peuvent vivre. Par exemple, le Japon, soumis à des catastrophes régulières, peut nous apprendre beaucoup sur les manières de nous préparer à un paysage climatique qui va être très malmenant pour nous aussi, plus qu'il ne l'a jamais été.
Et puis le dérèglement climatique provoque autre chose, aggrave le stress et les inégalités sociales. On sait qu'en cas de catastrophe, on l'a vu pendant le Covid, il y a ceux qui peuvent partir en maison de campagne, il y a ceux qui ont des appartements assez grands pour trouver des lieux d'isolement, il y a ceux qui vivent à 4 ou 5 dans une ou deux pièces, pas possibilité de partir, pas possibilité de s'isoler. Et donc l'idée que le dérèglement climatique va aggraver le stress, aggraver les inégalités, ça nous fait évoluer vers une nouvelle conception de la résilience qui est que la résilience, c'est préparer toutes les populations à vivre le mieux possible sans attendre les difficultés. C'est-à-dire que c'est parce que nous vivons de la bonne manière en développant l'entraide, la solidarité, le bien vivre ensemble, que nous serons prêts à faire face à des catastrophes parce que personne ne sera laissé sur le côté au moment de la catastrophe. Voilà, et donc la notion de résilience, vous voyez, se rapproche de celle de santé, tout simplement, dans la définition de l'OMS, hein, c'est-à-dire donner une vie meilleure aux gens, pas seulement dans les moments de catastrophe, savoir anticiper la catastrophe, mais leur donner aussi une vie meilleure hein, à tout moment, s'occuper des plus pauvres, des plus vulnérables, lutter contre les inégalités. On en a un aspect aujourd'hui dans la lutte contre le harcèlement, qui est d'une certaine façon, hein, une lutte contre les inégalités entre ceux qui sont victimes de harcèlement et ceux qui peuvent vivre en paix avec ceux dont ils sont proches parce qu'ils n'en sont pas victimes. Et donc, il est bien évident que la lutte contre le harcèlement participe de la résilience de la société, tout comme la lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes. On va donc arriver maintenant à ce qui va vous paraître simple, j'espère, après ce que je viens de vous dire, c'est comment sortir du traumatisme à la fois individuellement et collectivement. Voilà, alors pour ceux qui ont vécu la catastrophe, bien sûr, il faut se faire aider et il faut, peut-être ça va vous étonner, s'écouter, écouter les sensations de son corps. À partir du moment où tout ce que nous avons vécu de dramatique a été enfermé au fond de nous, il faut accepter que ça revienne. Il faut accepter de retrouver des angoisses, des peurs, des fantasmes de mort de nous, de nos proches. C'est douloureux, c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Il faut accepter d'ouvrir notre corps et notre esprit à tout ce que nous avons vécu et que nous avons enfermé. Et puis bien sûr, il va falloir agir physiquement et mentalement. On va voir comment. Donc pour les proches et la famille, bien sûr, ça va être aussi une responsabilité hein, pour aider les personnes traumatisées et accepter leurs limites aussi, parce que des fois les familles disent oh ben nous des catastrophes on en a connu aussi, voilà, on s'en est remis, mais non, il faut accepter l'idée que personne ne réagit de la même manière. Nous on a peut-être surmonté, peut-être notre conjoint, notre conjointe n'a pas surmonté, pas forcément notre vieux papa, notre vieille maman parce qu'il est plus vieux, lui peut-être qu'il a très bien surmonté. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à envoyer vers d'autres interlocuteurs, psychothérapeutes, thérapie de groupe, ou même parfois des groupes sur Internet, hein, les personnes qu'on se sent pas suffisamment en état de pouvoir aider complètement, on aide un peu, mais on ne peut pas tout. Et puis proposer des livres, des films, des pièces de théâtre, hein, cet accompagnement culturel qui est tellement important pour que chacun puisse aborder ses traumatismes latéralement, hein, à travers des livres, des témoignages. Voilà. Alors les pouvoirs publics vont avoir évidemment une responsabilité hein, pour ne pas laisser les gens qui ont enterré leur mémoire la laisser enterrer. Les pouvoirs publics vont devoir créer des repères de commémoration et au Japon, ces repères sont très importants, ce sont des pierres de mémoire et il a été montré que les villages qui ont respecté les pierres de mémoire dans les constructions immobilières ont été moins frappés par le tsunami parce que les gens savaient qu'il ne fallait pas construire entre la pierre de mémoire et le littoral parce que l'eau pouvait monter et ceux qui ont respecté cette consigne ont eu des villages qui résistaient plutôt mieux. Donc créer des repères de commémoration et faire vivre les repères de commémoration. Commémorer régulièrement, commémorer chaque année parce que ça facilite le processus de deuil et puis parce que ça peut permettre de constituer des parcours pédagogiques comme vous voyez pour les enfants des écoles et aussi pour les touristes, pour les familles. Et pour la société civile et le secteur associatif, il est également extrêmement important de favoriser les constructions personnelles de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en France, d'ailleurs dans le monde entier, qui bricolent dans leur garage, qui bricolent dans leur jardin. Ils vivent une catastrophe, tout est inondé, ils se débarrassent de beaucoup de choses qui sont détruites, qui sont endommagées, mais peut-être des personnes peuvent en garder quelques-unes et se dire, celles-là, tiens, je vais les souder ou je vais les couper-coller, je vais en faire quelque chose, je vais un petit totem, une petite sculpture, voilà, je mettrai dans mon jardin, voilà. Et peut-être des gens autour disent, mais enfin, c'est affreux, mais il faut comprendre que ça a une valeur de mémoire
mémoire et il faut valoriser ces objets produits par les personnes. La mémoire, c'est pas qu'une affaire dans la tête, hein. La mémoire, c'est une affaire de présence physique, donc on l'a vu pour les objets commémoratifs publics, mais c'est aussi une question d'objets privés et il faudrait certainement beaucoup encourager ces fabrications dans des lieux collectifs et puis encourager leur numérisation, leur photographie de façon à faire bénéficier d'autres espaces et c'est bien sûr le rôle des Fab Labs. Voilà, donc merci de votre attention. Et donc, vous avez un site web qui est censé favoriser ces synergies entre différents espaces, entre différents repères de mémoire, hein, collectifs, individuels, privés, intimes même, un site qui s'appelle La mémoire de chacun, mémoiredescatastrophes.org, la mémoire de chacun au service de tous. Merci de votre attention encore une fois. Merci, docteur Serge Tisseron. Vous nous avez montré à travers votre exposé que la reconstruction post-catastrophe est devenue indissociable des questions de développement dans le respect des besoins des populations. Vivre dans une maison qui ne risque pas d'être détruite lors d'une catastrophe est rassurant, mais sommes-nous tous logés à la même enseigne? Monsieur Jean-Jacques Gauthier va nous emmener dans la réduction de la vulnérabilité et également dans la reconstruction des bâtiments. Bonjour à tous. Effectivement, en fait, moi, je vais vous parler plutôt de l'entraide et de la reconstruction, la solidarité entre citoyens. Et cette solidarité, en fait, elle existe, je veux dire, elle est génétiquement encodée, qu'elle soit dans la partie animale, dans la partie végétale et humaine. Cette entraide se met en place automatiquement quand il y a un événement de risque majeur, un événement climatique. Et ces citoyens, en fait, vont agir beaucoup post-événement. Pour la reconstruction et aussi notamment pour préparer l'avenir et la réduction de la vulnérabilité de son bâtiment, en fait, de sa maison. Et le rôle de citoyen dans cette solidarité, en fait, on voit dans un post-événement climatique, et si je vais prendre quelques exemples tout à l'heure, on voit que les citoyens viennent assez rapidement auprès de la sécurité civile apporter de l'aide, proposer des hébergements, proposer des coups de main pour nettoyer, proposer des vêtements, de la nourriture. Cette entraide arrive une fois que la direction de la sécurité civile est intervenue et qu'elle a mis en sécurité les bâtiments et puis les citoyens. Cette entraide qui va 2-3 jours après l'événement perdurer pendant 3 ans. Et c'est vraiment là que l'on rencontre les acteurs de cette solidarité qui se mettent en place. Et souvent, ce que l'on voit dans les acteurs de cette solidarité, c'est souvent les premières personnes qui sont intervenues sur le terrain, notamment les pompiers volontaires, des personnes qui sont touchées de près ou de loin et qui viennent aider sur un territoire. En fait, les exemples, très rapidement, aujourd'hui, malheureusement, c'est les 3 ans de la tempête Alex, qui était, vous savez, derrière Nice, sur la vallée de la Vésubie et la vallée de la Roya. Nous avons vu beaucoup d'associations qui se sont créées et qui ont monté des actions de solidarité citoyenne et de reconstruction. Je vais vous prendre l'exemple de pompiers volontaires qui se sont constitués en association Les Trekkers et qui, aujourd'hui, là, en ce moment même, depuis 3 ans, aident à reconstruire des petites passerelles pour des fois désenclaver des berges, des passerelles en pierre. Et ça fait appel à la solidarité. Et cette solidarité-là permet de pouvoir aider la collectivité à aller plus rapidement à la reconstruction. Et beaucoup d'associations, et c'est vraiment de ce qu'on voit sur l'ensemble du territoire Hexagone et Drôme, beaucoup d'associations se construisent et viennent en solidarité citoyenne compléter les dispositifs de l'État. Et vraiment, les résultats de cette solidarité citoyenne, c'est une résilience accrue de la communauté et de leur territoire, de leur géographie, de la remise en place de la reprise économique et de la restauration de la qualité de vie. Je vais prendre l'exemple de la vallée de la Roya parce que c'est intéressant, c'est un programme où on s'est aperçu sur la vallée de la Roya que l'entraide citoyenne a permis notamment, parce que je disais tout à l'heure, à remettre des infrastructures plus locales que la collectivité n'avait pas les moyens de mettre en place parce qu'elle avait déjà à traiter les grosses infrastructures, mais aussi à travailler sur la vulnérabilité du bâti. Je veux dire par là que chaque citoyen qui n'était pas en mesure de pouvoir préparer son bâtiment à l'aide de renforts pour les berges ou à l'aide du génie végétal. En fait, on va beaucoup utiliser la biodiversité et puis le génie végétal. Les citoyens vont travailler maison par maison et cette reconstruction, elle se fait beaucoup par la solidarité citoyenne. Et nous, avec Prévention Maïf, on a mis en place une plateforme d'entraide et cette plateforme d'entraide s'ouvre tous les week-ends
pour appeler en appui des associations locales à construire des actions de solidarité, par exemple nettoyer une berge, remettre des arbres, refaire avec l'aide de la GEMAPI, par exemple, des berges, de remettre des arbres. Voilà. Donc toute cette action citoyenne a une vraie force, une vraie importance. Elle est en complément de ce que font l'État, de font les collectivités. Et on le voit qu'elle est de plus en plus présente, parce qu'il nous semble important pour nous, comme a dit M. Tisseron tout à l'heure, cette union, en fait, de pouvoir, je suis chez moi, je connais mon territoire, et finalement, je fais des actions de solidarité, donc je connais mes voisins, et je sais que le jour où malheureusement peut arriver un événement, l'entraide sera encore plus puissante, parce que plus on connaît nos voisins, plus on connaît les personnes, plus on vient s'entraider mutuellement assez rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a des défis et des obstacles à cette entraide. C'est souvent la coordination, parce que je vais prendre encore cet exemple de la Vallée de la Roya, c'est une association qui s'appelle les Week-ends Solidaires, qui gère plus de 1500 bénévoles qui aident à la reconstruction des deux vallées. On devient maintenant une association, quand on gère l'entraide comme ça, il faut savoir piloter des groupes, savoir trouver les chantiers, trouver les financements. Et les financements sont de plus en plus trouvables, entre guillemets, vers les partenaires privés. Je vais prendre l'exemple encore de cette association qui, elle, s'est tournée vers une marque de bricolage qui donne un pourcentage de leurs bénéfices en matériel, qui permet, là comme sur la photo qui l'illustre, d'avoir des brouettes, du matériel pour pouvoir nettoyer. Et puis après, elles font beaucoup d'actions de sensibilisation et tout le travail de solidarité se fait beaucoup aussi à travers l'éducation nationale auprès des établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, les collèges, les lycées, et avec un travail de connaissance de l'histoire, de la géographie, de son territoire et comment demain son territoire peut évoluer au regard des enjeux qui sont liés naturellement aux effets climatiques. Donc on voit que cette entraide, elle existe de plus en plus et on a très grande chance dans notre prévention de faire le tour de tout ce qui se passe en Hexagone et on voit qu'il y a beaucoup d'actions de solidarité citoyenne qui se mettent en place et qui se construit. Et on aime cette communication positive sur l'entraide. Et cette entraide, on l'a vu malheureusement dans le monde entier, quand on a vu les pompiers de chez nous partir pour les feux de forêt au Canada, voilà, donc, ou malheureusement récemment sur le tremblement de terre au Maroc. Voilà, beaucoup de nos citoyens aussi, qui ne sont pas de la sécurité civile, vont sur place donner des coups de main sur ces sujets-là avec bienveillance et avec toute l'énergie qui est la leur. Voilà, donc après, on vous invitera à poser des questions sur ce sujet. J'ai un point, voilà, nous, notre plateforme, elle s'ouvre très souvent, donc on ouvre géographiquement et l'ensemble des gens qui adhèrent à la plateforme, c'est toujours gratuit, ce que fait Prévention Maïf, reçoivent un SMS pour pouvoir dire, tiens, il y a eu soit une intempérie, soit une action de solidarité près de chez vous. Et merci de venir donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Voilà un peu la philosophie de l'entraide sur l'ensemble du territoire. Et l'entraide post-climatique sur la reconstruction, elle ne dure pas 3 semaines après. Elle a un accompagnement de très 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 long terme. Et je veux reprendre cette vallée de la Roya. Encore actuellement, il y a beaucoup d'actions de solidarité 3 ans après la tempête. Merci pour votre écoute. Merci, Monsieur Gauthier, pour la clarté de vos propos. Merci aussi à toutes les personnes qui se présentent spontanément pour aider lors d'une catastrophe. Mais maintenant, nous allons parler d'un sujet important, c'est le financement. Quels sont nos droits? Que pouvons-nous espérer des institutions? Beaucoup d'incertitudes. Marie-Ève va nous donner quelques pistes. Je lui laisse la parole pour 15 minutes. Bonjour. Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'en France, il y a eu beaucoup de catastrophes liées à l'inondation. On dit que c'est le pays européen le plus touché. Et alors, on peut dire que c'est une question de géographie, on a beaucoup de fleuves, on a beaucoup de littoraux, mais surtout, et ça c'est très important, on a beaucoup construit en zone inondable. En France, on sait qu'un habitant sur 4 habite en zone inondable, et pour le travail c'est pire, puisque c'est un emploi sur 3. On s'est beaucoup exposé et on a oublié le risque. Alors, au CEPRI, notre principal travail est d'aider les maires et les autres élus à identifier la vulnérabilité de leur territoire et la réduire, c'est-à-dire faire en sorte que les dommages soient moins importants lorsqu'une inondation grave arrive. C'est compliqué parce que généralement, on a construit des équipements publics en bord de rivière et puis une ville, elle a besoin de construire des nouveaux logements, de nouveaux emplois pour que les jeunes aient envie de rester ou que les familles et les plus âgés puissent trouver des logements adaptés à leurs nouveaux besoins. Alors, on conseille les élus pour qu'ils arrivent à convaincre les habitants, vous, ceux qui sont en zone sensible,
de faire des travaux dans leur maison quand c'est possible pour diminuer la facture quand l'eau va rentrer et pour qu'ils rentrent chez eux plus rapidement. Mais aussi, on conseille les élus pour qu'ils prennent de bonnes décisions en matière d'aménagement. Et ça, c'est important. Au CEPRI, on a interrogé les acteurs publics qui ont eu à reconstruire après une inondation grave. On a interrogé des maires, des préfets, des agents territoriaux de l'État, du département. Et on a rencontré ceux qui sont en train de reconstruire les vallées qu'on vient de voir là sur les photos, les vallées de la Vésubie et de la Roya après la tempête Alex de 2020. Mais aussi, on a été voir ceux des autres vallées, ceux qui savent ce que c'est que le temps long de la reconstruction. Dans les Pyrénées, vous vous souvenez peut-être de la vallée de Lourdes en 2013. Dans les communes aussi autour de Carcassonne dans l'Aude, c'était en 2018. On a été aussi sur le littoral cannois en 2015, 2019. Et puis, on est retourné à la Faute-sur-Mer, qui a été lourdement touchée suite à la tempête Xynthia en 2010. Et on a entendu dans ces interviews que beaucoup d'acteurs publics mettent près de 10 ans à effacer les traces de la catastrophe. Et pour les habitants, c'est très lourd psychologiquement. C'est déjà lourd d'avoir vu son paysage quotidien souillé et la maison de son voisin démolie ou alors le cimetière de ses parents disparu. Mais quand il faut vivre pendant des années dans un environnement dégradé où tous les déplacements quotidiens sont devenus plus difficiles, alors là, ça devient une véritable épreuve. Et ça, c'est très important de l'avoir en mémoire. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est si long. C'est parce qu'il y a beaucoup à faire après une inondation. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut que l'argent arrive pour reconstruire. En France, on a de la chance d'avoir l'État qui apporte l'argent nécessaire pour acheter les maisons démolies et reconstruire les berges des rivières. On a des assureurs aussi qui remboursent une partie des dommages pour que les maisons qui tiennent debout. Et puis, on a les départements qui ont des capacités d'emprunt pour refaire des routes. Mais tout ça, ça prend du temps. Et c'est ça qu'ils nous ont témoigné, tous ces acteurs qu'on a interviewés, c'est que l'argent est là, mais pas tout de suite. Et puis aussi, c'est complexe au niveau réglementaire. Il y a des règles pour construire. Et puis ça coûte cher, mais il faut aussi trouver assez d'artisans et d'entreprises pour reconstruire. Et ça, c'est pas gagné. Et on travaille en ce moment dans un partenariat avec la Fédération française du bâtiment pour voir comment on peut monter des filières de reconstruction. Alors, ils nous ont dit aussi d'autres choses, ces maires et ces techniciens qu'on a interrogés, ils ont dit que beaucoup disent s'ils avaient su que ça arriverait, alors ils aménageraient autrement. Parce que les ouvrages de protection comme les digues, les lacs réservoirs, c'est bien, mais ça suffit pas et c'est coûteux à entretenir. Donc la meilleure protection, c'est d'éviter de s'exposer ou d'adapter son logement et son entreprise sans attendre que la crise arrive. Et c'est là que la question de l'aménagement, elle intervient. Alors nous, on les aide là-dessus, mais la meilleure protection, c'est aussi d'anticiper, de se préparer. Comme Serge l'a raconté tout à l'heure, on peut se préparer à la crise et puis on est persuadé qu'on peut faire beaucoup de choses quand on est un habitant, sans être un maire ou un spécialiste de l'inondation. Alors je vais vous citer un certain nombre de choses que vous pouvez faire en tant qu'habitant. Déjà, la première chose, c'est que vous pouvez aller sur Géorisque pour vérifier si vous habitez ou travaillez en zone inondable. Vous pouvez aussi, et c'est important, demander à vos voisins ou personnes qui habitent depuis longtemps et qui ont gardé une mémoire du risque, vous pouvez leur demander de quelle inondation on parle. Est-ce que c'est une crue torrentielle, une crue lente, une inondation par ruissellement, une remontée de nappe, une résurgence de réseau, une submersion marine? Vous voyez que là, j'ai cité plein d'inondations différentes et on ne se prépare pas de la même façon selon l'inondation. Et puis, c'est intéressant de savoir comment ça arrive et combien de temps ça dure. Alors, vous allez me dire qu'on ne prépare pas, on ne prévoit pas le changement climatique, tout ce que le changement climatique peut nous apporter de nouveau, mais déjà, savoir s'inscrire dans l'histoire de son territoire, c'est important. Et beaucoup d'entre nous déménagent, changent de ville, changent de territoire et n'ont pas justement cette mémoire du risque. Et puis, on n'est pas comme au Japon où on a des pierres de la mémoire, et ça, c'est bien dommage. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on peut demander à sa commune le DICRIM. Alors, le DICRIM, c'est quoi? C'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Le DICRIM, il donne la réalité du risque, il donne aussi des conseils de prévention. Et maintenant, il est obligatoire en zone inondable et il doit même être renouvelé tous les 5 ans. Alors, ça, c'est une première chose qui vous donne des informations. Et puis, la plupart du temps, il existe dans ces territoires qui sont en zone inondable, il existe un PPRI. Un PPRI, c'est un plan de prévention des risques inondations. Et dans ce cas, c'est une servitude qui est annexée au plan local d'urbanisme, le plan local d'urbanisme qui réglemente les constructions.
Au CEPRI, on parle souvent de Saint-Pierre-des-Corps, une commune qui est à côté de Tours et qui est 100% en zone inondable. Eh ben, elle a pu continuer à construire grâce à des règles strictes dans le PLU. Donc la question de l'aménagement, du PLU, du PPRI, tout ça, c'est des outils qui peuvent aider les habitants à continuer à s'installer, à vivre dans des communes qui sont en zone inondable, mais c'est réglementé. Donc là, la deuxième chose à faire, que l'on peut faire, c'est demander à sa commune quels sont les documents réglementaires qui ont été préparés pour pouvoir prévenir l'inondation. Donc là, tout ça, c'est de l'information. Quand on a toute cette information, on peut tout simplement éviter de s'installer en zone inondable quand on le peut. C'est pas toujours possible parce que parfois on est obligé de se rapprocher de son travail, mais si on peut le faire, c'est mieux. Après, la quatrième chose que l'on peut faire, c'est adapter son logement. On peut se renseigner sur les dispositifs d'aide pour se faire financer un diagnostic de vulnérabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous et qui diagnostique la vulnérabilité de votre maison. Et puis, ces dispositifs d'aide peuvent aussi payer une bonne partie des travaux de réduction de la vulnérabilité. Le bâtard d'eau dont vous pouvez avoir besoin pour fermer l'ouverture quand on anticipe que l'eau va monter, remonter les prises, les réseaux électriques à des hauteurs qui sont hors d'eau, etc. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites au niveau national, en particulier portées par des syndicats et qui essayent d'aller toucher le maximum d'habitants pour qu'ils puissent faire ces diagnostics de vulnérabilité et qu'ils fassent des dossiers de demande d'aide pour ces travaux. L'autre chose que l'on peut faire, c'est demander à son employeur s'il a pensé à un plan de continuité d'activité en cas d'inondation. C'est pas idiot, c'est pas une mauvaise question à poser. Il peut tout simplement pas y avoir pensé, ou alors il vient d'arriver à la direction de l'entreprise, il savait pas que c'était en zone inondable, donc que vous inquiétiez auprès de votre employeur s'il y a un plan de continuité d'activité, eh ben ce sera jamais mal reçu. Parce que et puis ça peut même vous permettre de conserver votre emploi. Après, il y a encore deux autres choses qu'on peut faire. On peut demander à l'équipe municipale ce qu'ils ont fait réellement pour réduire la vulnérabilité du territoire et le rendre plus résilient vis-à-vis de l'inondation. En ce moment, on accompagne une communauté de communes dans les Landes où les élus essayent de construire avec des habitants une compréhension de l'inondation pour trouver ensemble les moyens de s'adapter. Il y a en gros 400 bâtiments dans la zone inondable des Gaves réunis, et puis c'est principalement des maisons. Les habitants n'ont pas vécu l'inondation pendant 20 ans, et puis l'eau, là, récemment, elle est montée 4 fois en 5 ans sur près de 1 mètre de hauteur. Il a même fallu élitroyer des gens pour les mettre en sécurité parce qu'ils n'avaient qu'un rez-de-chaussée, ils n'avaient pas une pièce à l'étage. Et heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais ça reste éprouvant, très éprouvant psychologiquement parce qu'il faut des mois de nettoyage chez soi. Et quand vous avez à le faire tous les ans, c'est compliqué. Et donc, les élus et les habitants ont décidé de travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc là, la sixième chose que l'on peut faire, si je continue ma liste des 7 actions, c'est qu'on peut demander à l'équipe municipale ce qu'ils ont prévu. C'est pas tout le règlement, mais ils peuvent aussi mettre en place des groupes de parole et des ateliers de travail. Et vous pouvez, du coup, en tant qu'habitant, participer, même si vous n'êtes pas dans l'équipe municipale, vous pouvez participer à la réflexion et à la co-construction de la connaissance et de la prévention. Et puis enfin, je dirais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est préparer votre famille. En parler chez vous et puis vous inquiéter de vos voisins. On en a parlé tout à l'heure, Serge a dit, il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Comment est-ce que ces gens plus vulnérables, ils vont continuer à vivre pendant et après l'inondation? En ce moment, on forme les volontaires de Paris et tous les Parisiens qui le demandent pour les sensibiliser à une crue majeure de la Seine. Parce qu'on sait que quand l'eau va s'installer plusieurs semaines dans la capitale, même les personnes qui auront les pieds au sec auront du mal à vivre normalement. Et alors, si chaque volontaire de Paris aide son voisin âgé ou fragile à trouver un autre endroit pour habiter temporairement, ou au moins à s'inscrire sur les dossiers de l'ARS ou les fichiers sécheresse, ce sera beaucoup plus facile pour les secours parce qu'ils pourront plus facilement aller s'occuper d'eux. Alors,
voilà, beaucoup de choses qu'on peut faire quand on est un habitant. On a vu que la reconstruction, c'était un temps long qu'on ne pouvait pas réduire, mais on a dit, enfin, qu'on essaye de réduire au maximum et qui est difficile à réduire. On a vu surtout que plus on peut anticiper et mieux on peut aménager le territoire ou sa propre maison, mieux c'est. Et puis après, ben, libre. On a vu aussi, pardon, qu'il est essentiel de s'informer parce que il faut savoir à quel risque je suis exposée dans ma commune ou mon territoire. Ça permet de bien comprendre ce que je peux anticiper. Puis après, je dirais libre à chacun de s'impliquer comme il le souhaite afin de se protéger et protéger les autres dans sa famille, là où il travaille, à l'école de son quartier, au conseil municipal ou encore, on l'a vu tout à l'heure, au niveau associatif. Merci beaucoup, Madame Evo, pour ces informations capitales sur la gestion d'un événement. Et je pense sincèrement que vous avoir dans un carnet d'adresses peut être très utile. Beaucoup de questions suite aux 3 interventions. Pouvez-vous nous parler davantage des PAPI? Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des programmes d'action pour la prévention de l'inondation. J'ai parlé tout à l'heure des syndicats qui menaient des campagnes de diagnostic de vulnérabilité. Ces syndicats, donc de gestion des milieux aquatiques et de prévention de l'inondation, eh bien, ils vont pouvoir construire un dossier avec c'est une construction partenariale. Ils vont pouvoir monter un dossier qui va expliquer selon 7 axes. Alors, je ne vous refais pas encore 7 items comme tout à l'heure, mais il y a 7 axes qui vont permettre que l'on suit pour pouvoir proposer un plan, un programme d'action pour la prévention de l'inondation. Donc, ce sont des dossiers assez lourds à monter. Il y a des techniciens qui s'en occupent. Et puis, ces dossiers sont portés auprès de partenaires et ça permet de réfléchir ensemble à qui paye pour pouvoir mettre en œuvre ces actions. Donc, c'est une sorte de contrat partenarial avec l'État, mais aussi entre collectivités, qui permet de partager un programme d'action, qui fait quoi, et qui permet aussi de savoir surtout qui va financer. Et ces programmes d'action, ils sont souvent sur le long terme. Ça peut durer 6 ans, et puis après, on en fait un deuxième, un troisième, et donc il y a un certain nombre de territoires qui ont permis de faire ça. Et ce qui est intéressant quand on a un PAPI, c'est qu'on peut toucher du fonds Barnier. Alors, je ne vais pas peut-être réexpliquer ce que c'est le fonds Barnier, mais les fonds Barnier, c'est un fonds en fait qui permet d'avoir c'est un fonds où on a de l'argent qui va pouvoir servir justement à financer ces actions de prévention de l'inondation. Donc, faire un PAPI sur un territoire, c'est d'abord ensemble construire collectivement une compréhension de l'inondation, une compréhension de ce qu'on peut faire et surtout construire une stratégie de prévention. Et donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on parle, on anime un réseau de porteurs de PAPI et on le voit bien que ce qui est important, c'est que tous ces acteurs se coordonnent et donc la première chose qu'un PAPI fait, c'est que ça permet de se coordonner entre nous et puis d'aller plus loin ensemble. Et puis la deuxième chose, c'est que ça permet de toucher ces financements pour pouvoir faire de la réduction de la vulnérabilité. Et puis aussi, donc, si des habitants veulent réduire la vulnérabilité de leur bâti, bien dans ce cas-là, ils ont accès à cet argent du fonds Barnier. Merci beaucoup pour cette explication claire sur les PAPI. Une question pour Monsieur Tisseron. Si je suis victime d'une catastrophe, quelle est la démarche à faire immédiatement? La définition d'une catastrophe, c'est de toucher un grand nombre de personnes. C'est-à-dire un viol, c'est une catastrophe, bien sûr, pour la personne qui le vit, mais ça ne correspond pas à la définition de la catastrophe pour la communauté. Alors, si beaucoup de gens sont victimes d'un viol, si le viol est systémique dans une communauté, là, c'est une catastrophe. Donc, au sens qu'on donne aujourd'hui au mot catastrophe, si vous êtes victime d'une catastrophe, vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y a des gens, d'autres personnes qui en ont été victimes. Et c'est ça qui va vous donner le mode d'emploi. C'est-à-dire vous rapprocher des gens qui l'ont vécu, rentrer tout de suite en contact avec eux, ça a été évoqué par plusieurs intervenants, savoir éventuellement de quoi ils ont besoin, mutualiser les ressources en quelque sorte.
Peut-être il y a des gens près de vous qui ont vécu la même catastrophe que vous, mais qui ont un réfrigérateur, un congélateur plein, qui sont restés à l'abri de la catastrophe. Vous, en revanche, tout a été inondé. Ou alors vous avez une échelle, vos voisins n'en ont pas. Donc, il va falloir mutualiser nos ressources et c'est déjà important de comprendre, et c'est aussi pour ça que c'est important de comprendre qu'on ne va pas attendre la catastrophe pour mutualiser nos ressources. C'est la définition de la cinquième, c'est les conséquences de la cinquième définition de la résilience. Mieux on s'organise collectivement pour faire face aux petites difficultés de la vie, y compris en partageant du matériel, dont on n'a pas forcément tous besoin, mais partager du matériel, ça permet de savoir qui l'a, voilà, chez qui ça se trouve, voilà, à qui on peut l'emprunter. Et donc, à partir du moment où on mutualise comme ça l'utilisation d'objets divers dans notre vie quotidienne, à partir du moment où on s'informe pas seulement des grandes nouvelles nationales, mais aussi de ce qui arrive près de chez nous, eh bien, au moment d'une catastrophe, vous êtes dans les meilleures dispositions qui soient pour activer ces contacts. Hein. Là, dans l'immédiat, j'ai une question pour Monsieur Jean-Jacques Gauthier. Comment est déclenchée l'entraide et sous quel délai est-elle mise en place à l'endroit du désastre, de la catastrophe, du sinistre? Sous quel délai? Alors, le délai est assez rapide parce que, alors, il y a deux choses. Soit la catastrophe, en fait, est prévisible. J'allais dire qu'elle peut être météorologique et donc il y a des systèmes de veille qui permettent malheureusement d'avoir de l'information en amont, donc nos équipes sur les territoires ou même les équipes sont informées et ouvrent la plateforme assez rapidement et on informe le centre opérationnel de secours parce que les centres opérationnels de secours sont submergés souvent par les appels des citoyens et on l'a vécu notamment pour les feux de forêt en Gironde et le préfet a rerouté l'ensemble des propositions d'hébergement notamment sur la plateforme d'entraide et l'entraide a été assez rapide, ce qui a permis de reloger 50 personnes, 50 familles, je veux dire, dans des hébergements proposés par les citoyens. Donc l'entraide est assez rapide, elle se fait dans les 24 heures en fait, la plateforme d'ouverture. Très bien. 24 heures, ça peut être très long pour la personne qui est inondée, qui a de l'eau jusqu'à la taille. Et c'est quand même dans ces moments-là, si vous voulez, où on se sent un petit peu seul. Moi, j'ai été victime d'une inondation. C'est une expérience personnelle avec 1 mètre d'eau dans la maison. Et c'est vrai qu'il y a un grand moment de solitude quand on découvre le problème et puis qu'on voit des gens courir dans la rue, des pompiers, des choses comme ça. On se sent un peu seul. Voilà. Alors, j'ai une autre question pour Marie-Évo. Les élus mettent 10 ans pour effacer les traces de la catastrophe, c'est dans votre propos. Monsieur Tisserand parle de pierre de mémoire. On n'est pas dans le même pays. Est-ce que on a nos repères de crues en France, mais ce n'est pas les repères de crues qui nous permettent de réagir. Comment pourrait-on, en France, avec les papys, avec l'argent des papys, faire quelque chose ? Alors, il y a beaucoup d'outils de sensibilisation. Nous, on en a recensé, je crois, à peu près 130 dans toute la France. Vous pouvez retrouver sur le site du CEPRI en accès libre tous les guides et les fiches, et en particulier les 130 outils de sensibilisation qui ont été utilisés. La mémoire, du risque, la préparation, ce sont des choses qui sont aujourd'hui très, très importantes. C'est un des axes du PAPI, mais c'est aussi l'objectif de la journée de la résilience, la journée internationale et nationale de la résilience du 13 octobre. On accompagne d'ailleurs une vingtaine d'actions là cette année et le Résilience Tour qui va faire le tour de toutes les actions qui ont voulu s'inscrire dans ce tour en France. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de communes qui font des choses et donc si vous voulez avoir des exemples concrets de comment on peut faire, dans ce cas-là, vous pouvez aller regarder soit ce que je vous ai dit, soit être très vigilant le jour ou la semaine du 13 octobre parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions qui vont être relayées par les médias. Alors, vous avez raison, les repères de crues, ils ne sont pas forcément assez visibles. Hier, on était dans une balade avec les volontaires de Paris. Ça fait partie de la formation qu'on leur donne. Et puis, justement, on essayait de leur montrer où étaient les repères de crues. Souvent, c'est des petits macarons qui sont en effet très réglementaires, mais qui ne sont pas du tout assez visibles. Et on les a encouragés à réfléchir à on l'a vu, des artistes qui savent mettre en valeur la mémoire du risque autrement que par les petits macarons réglementaires. Merci beaucoup. Oui. Pourquoi la mémoire des catastrophes s'efface-t-elle dans nos sociétés ? Je voulais dire d'abord que quand nous nous promenons, où que ce soit,
même si ce n'est pas dans notre région, nous sommes des touristes, des promeneurs. Il nous arrive assez régulièrement de trouver des repères de catastrophes, des plaques commémoratives notamment. Et souvent, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas entretenues du tout. Il y a des herbes qui poussent autour, il n'y a aucun effort pour les faire vivre. Il y en a même qui sont reléguées derrière des buissons qui semblent avoir été installés là spécialement pour qu'on les oublie. Donc, ça rejoint votre question. Donc déjà, même si nous ne sommes pas chez nous, accordons-nous le droit de débroussailler les mémoires, les pierres de mémoire que nous trouvons, c'est d'utilité publique, hein, voilà. N'attendons pas que d'autres le fassent en disant il faudrait quand même que la municipalité s'en occupe. Non, faisons-le, c'est notre droit et c'est notre devoir. Mais alors pourquoi la mémoire s'efface dans notre société ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous savez, on est dans une culture où il faut être résolument tourné vers l'avenir. Et le problème, c'est que souvent, la mémoire du passé n'aide pas trop à l'avenir, mais dans le domaine des catastrophes, elle y aide beaucoup. Donc, on est victime d'un biais cognitif dans lequel on est constamment appelé à oublier l'époque où il n'y avait pas le gaz, à oublier l'époque où il n'y avait pas de briquet, etc., puis vivre avec tout le confort moderne et tout. Mais dans le domaine des catastrophes, il faut absolument faire vivre la mémoire des catastrophes du passé, parce que même si elle ne prépare pas toutes les catastrophes de l'avenir, elle tient quand même la clé des solidarités qui se sont établies un peu partout, hein, pour faire face à ces catastrophes. Et puis l'autre raison pour laquelle ça s'efface, hein, Marie l'a évoqué à propos des repères de crues, c'est qu'il y a un effort très insuffisant des municipalités. Ça se comprend, hein. Beaucoup de municipalités ont peur d'être pointées du doigt si elles indiquent qu'il y a régulièrement des coulées de boue, qu'il y a régulièrement des inondations. Ça va dissuader les investisseurs industriels, ça va dissuader les particuliers. Donc, beaucoup de communes sont réticentes et leur objectif, c'est plutôt de faire oublier les catastrophes que de les commémorer. Mais c'est là que les citoyens ont un rôle majeur à jouer, hein. Et après tout, pourquoi des associations n'iraient pas planter des repères de crues dans les villes? Voilà, si la municipalité veut les enlever, ça fera la une des journaux. Mais au moins, tout le monde saura qu'il y avait des repères de crues qui commençaient à être installés. C'est bien. Merci beaucoup pour cette précision. J'ai une question pour Monsieur Jean-Jacques Gauthier. La résilience nécessite un savoir pour être accueilli et aider des personnes sinistrées. Y aurait-il une information spécifique pour les acteurs de la réserve citoyenne ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on travaille beaucoup avec les réserves civiques et citoyennes de chaque territoire, avec lesquelles on accompagne notamment à des formations, à l'accueil de personnes, justement, comme l'a dit M. Tisseron tout à l'heure ou Mme Evo, qui est vraiment, voilà, comme ils ont mal vécu les choses, il y a aussi les accueillir d'une manière assez bienveillante et à poser les bonnes questions. Donc c'est vrai qu'il y a, vous avez dit, moi j'appelle ça un art d'accueillir les gens. Et donc on a une formation que l'on propose dans les réserves civiles et citoyennes. On le fait actuellement notamment sur Montpellier, où il y a une grosse réserve civile et citoyenne avec laquelle on travaille sur ces formations auprès, quartier par quartier, sur comment accueillir les gens qui peuvent être en détresse. Ouais. D'accord. Merci pour cette information complémentaire. Et donc, une question qui va rejoindre la même chose, qui concerne la réserve citoyenne de Paris, et c'est une question pour Marie Evo. Comment faire pour pouvoir s'inscrire et participer à la réserve citoyenne de Paris ? Ah, super. Il n'y a pas de réserve citoyenne à Paris. Parce que Paris est un cas particulier, et c'est bien le problème. Puisque à Paris, donc la ville de Paris a bien sûr un rôle important pour préserver la sécurité de ses habitants, mais c'est la préfecture de police qui est aussi le responsable de la zone de défense qui coordonne les choses. Donc c'est pour ça que Paris est un cas particulier où il n'y a pas de réserve communale de sauvegarde, mais par contre, on peut, en tant que volontaire de Paris ou détenteur de la carte citoyenne ou même n'importe quel habitant qui n'est pas encore rentré dans ces réseaux-là, on peut en ce moment accéder à des formations flash que nous donnons d'ici Noël. Nous nous sommes donné 3 mois avec la ville de Paris pour former rapidement en 2 heures, 1 heure de théorique et 1 heure de visite le long de la Seine, plus de 1000 personnes qui seraient volontaires. Et puis ces personnes, elles vont sur la plateforme Agir Paris,
elles s'inscrivent sur Agir Paris et comme ça, la ville de Paris a accès à leur mail et lorsque l'année prochaine, dans le cadre de la stratégie de résilience qui est en train d'être mise en place à Paris, sur laquelle la ville travaille énormément en ce moment, et dans le cadre de cette stratégie, la ville ira renvoyer un mail à ces personnes pour leur proposer quelque chose qu'on est en train de construire avec eux pour qu'ils puissent participer et créer ce qu'on appelle, nous, un réseau de référents crus de la Seine. Donc, c'est pas parce que ça n'existe pas légalement qu'on va pas, enfin, que ce n'est pas une obligation spécifique. C'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire. Et c'est l'objectif du travail qu'on est en train de faire avec la ville en ce moment. Donc, surtout, n'hésitez pas d'abord à vous inscrire à cette formation Flash, que vous pourrez poursuivre par une formation qui est donnée par un de nos partenaires, qui est aussi un de nos membres, Seine Grand Lac, qui fait des formations épicènes, qui sont très intéressantes, très poussées. Donc, on peut continuer sur des formations épicènes et puis attendre que la ville vous appelle et elle le fera parce qu'elle est en train de réfléchir justement à créer ce réseau d'acteurs. Marie, une question très rapide, il faut me répondre en quelques secondes. C'est quoi la journée de la résilience 2023? Alors, c'est une journée internationale du risque qui existe depuis des années, mais qu'on a retrouvé, c'est un peu comme les pierres de mémoire, on s'y est vraiment intéressé en France l'année dernière. Donc, le ministère de la Transition écologique est très mobilisé, l'AFP-CNT également, pour valoriser cette journée. Donc, c'est quelque chose qui existait, mais qui est réexhumé, on va dire, depuis 2 ans. C'est la deuxième session, aura lieu cette année. Et c'est un jour particulier, et donc ça devient même un mois entier où des communes, des collectivités sont invitées à faire des choses avec leurs habitants, de façon, les communes et les associations, les habitants, pour pouvoir justement construire cette mémoire du risque. Très bien. Merci beaucoup. La régie me demande de rendre la parole pour terminer le moment de présentation. Je vais donc laisser la parole à Geneviève qui va terminer notre échange. Voilà, bonjour. Merci à tous pour votre écoute et vos questions. Il faut aussi remercier toute l'équipe de l'IFORM et de la FCPCNT qui a préparé ces MOOCs et a fait un travail énorme là-dessus. Vous allez recevoir après ce MOOCie un questionnaire de satisfaction. Ça va beaucoup nous aider à en faire d'autres. Vous pouvez même en proposer s'il y a des questions qu'il faudrait évoquer dans un MOOCie. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir le lien pour faire des replays et avec tous les liens et les éléments qu'on vous a donnés pendant ces 3 MOOCies. Donc, si je résume et fais une synthèse de ce qu'on a entendu aujourd'hui, il y a Monsieur Tisseron qui nous a invités à être co-résilients, c'est-à-dire vigilants au service de vos proches, de vos concitoyens, en envisageant avec eux la réponse à des événements stressants et inattendus. Cela va pouvoir les aider à sortir des catastrophes dont ils auraient pu être victimes. Vous saurez aussi les écouter et les accompagner pour faire leur deuil et faire des actions de mémoire. Monsieur Gauthier nous dit que en cas de catastrophe, comme citoyen, vous pouvez aider les personnes touchées avec des associations et en particulier Prévention Maïf. Cette solidarité va être essentielle pour la reconstruction des villes et on a vu à La Roya l'apport de ces aides solidaires pour l'hébergement, pour faire des constructions. Et donc, la plateforme Maïf peut vous aider à fédérer toutes ces actions nécessaires à la solidarité. Madame Evo nous a rappelé que les moyens de reconstruction pour effacer les traces de la catastrophe prennent beaucoup de temps. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'aide des solidaires. Et qu'elle conseille aussi à tous de se renseigner sur les épisodes passés pour adapter le logement aux caractéristiques des crues qui peuvent arriver. Et aussi, par exemple, comment on met un bâtard d'eau, comment monter les prises électriques, tout ça, c'est des travaux pour lesquels il y a des aides. Et elle rappelle aussi qu'en tant que salarié dans le bureau, c'est aussi important de lancer ces discussions
pour réfléchir ensemble des plans de continuité afin de limiter les conséquences sur l'emploi des salariés de votre entreprise. Voilà, j'ai un peu fait un court résumé de toutes les informations très intéressantes qui ont été données par les 3 participants et que je remercie beaucoup de la part de nos associations. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction, ça va beaucoup nous aider pour la suite. Alors, s'il faut retenir une chose importante, je crois, de nos 3 films, déjà, ça a été un moment de partage très intéressant et très plaisant avec vous tous. S'il faut retenir une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre la crise pour agir. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. J'ai été ravi d'animer ces 3 Mookie. Et puis, moi, je vous souhaite de vous retrouver. Je souhaite de vous retrouver une autre fois pour continuer, poursuivre ce genre de démarche. Et au plaisir de vous revoir. Voilà. Merci à tous.